Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Et tout de suite, nous sommes avec Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Et comme d'habitude avec vous, on tente de mieux comprendre ce qui se passe sur la scène internationale, notamment évidemment en ce moment beaucoup sur la scène ukrainienne. Et alors, vous arrivez avec une information très importante, de quelque chose qui a été dit le 17 décembre par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui, alors le 17 décembre dernier, Zelensky a avoué qu'on le poussait à négocier. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce qu'on est aujourd'hui une nouvelle fois dans une ambiguïté des contradictions sur l'ensemble des trois acteurs qui sont autour de ce conflit, les Ukrainiens d'abord, les Américains ensuite et les Européens enfin. Donc Zelensky, qui au début du conflit avait essayé de négocier avec Moscou, a affirmé qu'on le poussait à s'asseoir à la table des négociations, et il a aussi affirmé que selon lui, il n'y avait aucune raison de négocier, ce qui montre cette position à la fois radicale et finalement qui reste sous pression de ce que les Américains lui imposent. Oui, voilà. Donc vous comprenez immédiatement quand on dit certains me poussent à m'asseoir à la table des négociations, ce qu'il a dit à la chaîne de télévision française LCI, donc le 17 décembre. Vous pensez qu'il sous-entend forcément que ce sont les Américains ? Oui, parce qu'on voit à côté de ça que les Ukrainiens continuent à pousser leur politique radicale. C'est intéressant parce qu'une journaliste canadienne, Eva Bartlett, qui se trouve actuellement en République de Donetsk, a fait un long reportage sur les frappes d'artillerie, les tirs de missiles ukrainiens sur la population du Donbass, et elle n'hésite pas à parler pour sa part de crimes de guerre, en disant qu'après le conflit, il faudra bien sûr que ces crimes de guerre ukrainiens soient jugés. Donc ça montre bien que le président Zelensky ne souhaite pas du tout la négociation. La journaliste canadienne estime à plus de 4500 morts le nombre de victimes dans les républiques russophones de l'Est du pays, ce dont bien sûr les médias ne parlent jamais. Jamais du tout, vous avez bien raison de le souligner. Il y a tout de même un média, le New York Times, qui a aussi révélé que les autorités ukrainiennes avaient tenté de tuer un chef d'état-major des armées russes. Oui, alors ça montre deux choses. Ça montre que la presse américaine est une nouvelle fois beaucoup plus ouverte, beaucoup plus contestataire, beaucoup plus objective que n'est la presse européenne et notamment la presse française. Et les journalistes du New York Times qui viennent de sortir une information sur laquelle ils rappellent, et leurs sources semblent assez fiables, que les Ukrainiens ont essayé de tuer le chef d'état-major général des forces armées russes, Gerasimov, alors même que les Américains avaient mis leur veto, en considérant que si une telle action se produisait, elle accroîtrait l'engagement de la Russie dans le conflit. Mais bien que les Américains aient fait pression sur Kiev, les Ukrainiens sont passés outre et ont lancé cette opération qui a échoué puisqu'ils n'ont pas réussi à tuer le général. Et puis, dernier élément qui me semble intéressant, c'est que Zelensky, toujours dans ses excès, avait demandé à la FIFA de diffuser un de ses discours juste avant le début de la finale de la Coupe du Monde. Vous savez, c'est la grande spécialité Zelensky, oui. Évidemment, la FIFA a refusé. Elle a refusé pour deux choses. D'abord, parce qu'elle ne voulait pas associer politique et sport. Et puis surtout, si la FIFA avait fait une telle action, ça aurait obligatoirement ouvert la porte à des critiques contre le Qatar, dont on a vu qu'il y avait plus que de très fortes présomptions de corruption, oui, sur la corruption sur l'Union européenne. Donc la FIFA, en fin politique, a décidé de ne pas rediffuser le discours de Zelensky, et l'homme en a été à la fois surpris et bien marri, comme on peut l'imaginer. Oui, exactement. C'est bien la première fois que quelqu'un lui ferme la porte, alors qu'en ce moment, on voit en effet faire des allocations à peu près dans tous les pays du monde à toutes les occasions. Alors, on ferme le volet ukrainien, enfin purement ukrainien, pour se pencher plutôt du côté américain. On a commencé à en parler tout à l'heure, avec cette pression éventuelle des Américains sur Volodymyr Zelensky. Alors, à quel jeu jouent les Américains ?
Oui, il y a toujours des ambiguïtés dans la politique américaine, or qui est liée probablement à la faiblesse médicale et intellectuelle de Joe Biden, dont on sait qu'il est très fatigué et très malade, dont on se demande s'il gouverne vraiment. Et alors, on voit des choses très étonnantes. D'un côté, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les États-Unis n'étaient pas et ne sont absolument pas en guerre avec la Russie. Ils ne font qu'apporter, selon elle, une assistance en matière de sécurité à Kiev. Elle a quand même aussi affirmé que l'administration américaine ne voyait pas de moyens d'expulser véritablement les Russes des membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui veut dire qu'elle y a quand même pensé. Donc vous voyez, d'un côté, on dit qu'on n'est pas en guerre avec les Américains, et de l'autre, on avoue que Washington a essayé d'envisager l'éjection des Russes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ouais. Alors, ça, c'est pour ce qui vient de la Maison-Blanche. De son côté, Henry Kissinger, l'ancien conseiller national à la sécurité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, a estimé que le conflit en était un tournant et qu'il fallait saisir l'occasion du ralentissement des opérations militaires pour ouvrir une négociation diplomatique, un règlement diplomatique. Il considère bien sûr que l'Ukraine devrait intégrer l'OTAN à l'issue de ce conflit, mais en aucun cas, Kissinger dit l'issue du conflit doit entraîner l'affaiblissement de la Russie, qui est un acteur majeur depuis très longtemps, qui est l'une des principales puissances mondiales et qui, au cours de l'histoire, a quand même apporté un certain nombre de choses positives. Donc, on a une ouverture de porte du côté de Kissinger. Aussitôt après, Jack Sullivan, qui est le conseiller national à la sécurité, a rétorqué que le temps des négociations n'était pas encore venu, que les Américains continueraient à fournir bien sûr de l'aide à l'Ukraine. Et d'ailleurs, le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a aussitôt annoncé que les États-Unis formeraient désormais 500 militaires par mois, ce qui est bien sûr très faible en réalité. Et puis, il a surtout déclaré que depuis le début du conflit, en tout cas depuis le mois d'avril, les Américains n'avaient pas formé plus de 3100 soldats ukrainiens, ce qui bien sûr montre que finalement les Européens sont plus en pointe, puisque je crois qu'on est de mémoire à 12 000 militaires ukrainiens formés par les Européens. Alors, il y a évidemment une personnalité dont on entend beaucoup parler en ce moment, et je voudrais en parler avec vous, c'est Elon Musk. Mais avant, précisez, c'est vous qui l'avez mis dans votre note, que Henry Kissinger a tout de même dit « La Russie apporte une contribution décisive à l'équilibre mondial des pouvoirs publics depuis plus de 500 ans ». C'est quand même très très fort. Oui, mais c'est absolument vrai, mais depuis le début du conflit, alors c'est vrai parce que Kissinger le dit, et c'est vrai parce que c'est une réalité, et depuis le début du conflit, Kissinger, comme un certain nombre de vieux spécialistes très expérimentés de la politique américaine, se sont dès le début opposés à ce conflit. On cherchait bien sûr à relativiser la véritable matraquage médiatique de la version des faits américaine, mais au moins on a là quelqu'un qui reste sur sa ligne et qui est extrêmement direct. Alors, j'ajouterai sur les contradictions américaines que Washington envisage de donner des systèmes de défense antimissiles patriotes à Kiev, ce à quoi Maria Zakharova, la porte-parole de Vladimir Poutine, a immédiatement rétorqué qu'il s'agissait là, si ça avait lieu, d'une aggravation du conflit. Et donc, ça reste une question. On ne sait pas si aujourd'hui les Américains vont fournir ces missiles patriotes à l'Ukraine. Dernier point qui me semble important, même si Elon Musk a annoncé cette nuit qu'il allait quitter la tête de Twitter suite au sondage qu'il avait lui-même organisé, il a quand même révélé des choses très importantes que je n'ai pas vues du tout reprises dans la presse française. Ouais. C'est que le gouvernement américain avait déversé des millions de dollars, avait donné des millions de dollars à Twitter pour que un certain nombre d'informations ne soient pas diffusées au public. Et ça, c'est important, notamment bien sûr sur le dossier des opérations commerciales de Hunter Biden en Ukraine en particulier, mais dès qu'il est arrivé, Musk a licencié l'un des conseillers généraux de Twitter, qui était l'ancien conseiller général du FBI, et il a insisté sur le rôle que ces différents conseillers avaient joué dans la suppression d'informations importantes pour le dialogue public. Donc il y a quand même des éléments tangibles qui montrent la véritable propagande que les Américains ont organisée autour des réseaux sociaux, et pas uniquement depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, puis alors on attend que ça sorte parce qu'Elon Musk a quand même promis que tout ça sortirait. En effet, ce qu'on appelle aux États-Unis The Twitter Files, ce grand dossier riche avec tout ce qu'on pourrait entendre et sur Hunter Biden, donc le fils de Biden, et puis sur cette censure générale des médias sur certaines informations, autant sur la scène ukrainienne que sur la censure des républicains pendant la campagne, etc. Donc vraiment un dossier très très lourd à suivre et en effet qui n'a absolument pas été relayé. Un peu par nous quand même, il faut le dire, mais sinon pas relayé en France. Et alors on finit, Éric Denessé, par les contradictions européennes.
Oui, alors en dehors de ces deux acteurs principaux, on voit que ça va de plus en plus mal en Europe et notamment en Grande-Bretagne en matière économique, puisque le chancelier de l'échiquier, Jeremy Hunt, avertit lundi que l'économie allait empirer et qu'il ne savait absolument pas si l'inflation avait atteint un pic ou si elle n'allait pas continuer. Ça n'empêche pas l'UE de continuer, bien que la Grande-Bretagne ne fasse plus partie de l'Union européenne, de continuer à prendre un train de sanctions. La semaine dernière, elle a interdit tous les investissements dans le secteur minier russe, la prestation de conseils aux services de conseil aux entreprises russes. Et puis, surtout, elle a interdit à ses ressortissants d'exercer toute fonction publique en Russie ou dans des organisations contrôlées par l'État russe. C'est très intéressant parce que je ne vois pas comment l'Union européenne pourrait poursuivre les ressortissants européens. Ce sont les États qui sont chargés de le faire. Mais en tout cas, c'est un nouveau durcissement. Inversement, on voit un certain nombre d'États qui, eux, font machine arrière, tout au moins dans le discours. La première, ça a été la présidente hongroise, Katalin Novák, qui s'est prononcée contre le déni de la culture russe et toute ligne de démarcation entre les artistes de différents pays. Elle a, comme l'avait fait finalement Van der Leyen la semaine dernière, elle a dit « je condamne la guerre, mais pas les gens, pas l'art et pas la culture », ce qui est déjà une ouverture de porte. De la même façon, le président finlandais Niinisto a estimé que son pays devait poursuivre la coopération avec la Russie, en rappelant que... Ça, c'est nouveau, ça. Ah oui, la Finlande a une longue frontière avec la Russie et nous devons poursuivre la coopération dans tous les cas, même s'il estime que le rétablissement de la confiance prendra du temps. Et puis, une nouvelle très intéressante aussi, dont on a peu parlé en France, c'est que la Suisse refuse obstinément, sous la pression de l'Allemagne, d'envoyer des obus de 35 mm pour les canons que Bonn a livrés à l'Ukraine. Donc ces canons sont en train de devenir totalement inopérants. Le Conseil fédéral de Suisse semble avoir gardé quelques lueurs de raison pour ne pas aggraver le conflit. Et encore une fois, les médias n'en parlent pas. Oui. C'est intéressant parce qu'on voit des frémissements, ça va dans un sens, ça repart dans l'autre depuis 2-3 semaines. On sent bien que la pièce est sur la tranche, si je peux prendre cette image, en espérant qu'elle retombe du bon côté. Ouais, c'est très intéressant. C'était très riche. Merci beaucoup, Éric Denessé. Puis je vous remercie tout particulièrement parce que notre rendez-vous avec vous est fini, se termine aujourd'hui. Merci encore et merci pour vraiment toute votre riche contribution, Éric Denessé, depuis le début. Je rappelle, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CFDR. Chers éditeurs, ne vous inquiétez pas, on entendra encore Éric Denessé, seulement pas à heure fixe et à jour fixe chez nous. En tout cas, merci pour tout, Éric Denessé. Retrouvez Ligne droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.